moi je m'appelle Manuel Onfanjul, je suis un des 3 architectes fondateurs de Throne Novel avec Johnny, Léa et Léon Drapeau. Et moi, c'est Clément Paillon, collaborateur chez Throne Novel depuis 3 ans maintenant. À la base, c'est un projet qu'on a commencé à l'école, donc avec Johnny et Léon. Et on avait envie un peu de réfléchir à comment est-ce qu'en fait l'architecture elle pouvait un peu se positionner d'un point de vue sociétal ou politique ou un peu plus engagé. Donc on a un peu commencé ça au travers d'un petit concours qui était un peu fou, qui questionnait l'avenir du monde avec la montée des eaux. On a fait une espèce de projet utopiste qui réfléchissait à tout ça et qui à la fois était aussi un peu pour nous un moyen aussi d'intégrer dans l'architecture quelque chose qui nous intéressait très fort à côté, qui est vraiment la fiction. Comment l'architecture peut créer des nouveaux narratifs et comment en fait on crée des nouveaux mondes. Et donc on a commencé à associer des plans techniques, des vues basées sur des collages de références et des histoires qu'on raconte. Quelles sont les origines des choses. Un des éléments qu'on trouve un peu spécifique à notre pratique, en fait, on commence aussi les projets au travers de sujets de recherche. Donc on réfléchit à des éléments qui sont à côté de ce qu'on nous demande, en fait, pour ne pas avoir une réponse directe et facile. En fait, il y a une espèce de petit maître mot qu'on aime bien utiliser qui est qu'il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise question. Un projet qui pourrait être intéressant à évoquer, c'est l'installation qu'on a fait pour le Horst Festival, pour lequel la question de la narration a vraiment nourri le projet. Ça a été un outil pour fabriquer de l'architecture. En l'occurrence, pour le Horst, on nous avait demandé de faire une scénographie pour le main stage. Donc très vite, on est arrivé avec cette idée de faire une architecture de lumière, de sorte à ce que ça utilise le minimum de matériel possible, que ce soit du matériel qui puisse être monté et démonté très rapidement. Très vite est venue l'idée du voyage initiatique ou du voyage intérieur, du voyage à la fois physique et mental. La référence, ça a été la Divine Comédie de Dante. Et à partir de Dante et de son voyage au travers des différents cercles, des enfers, puis du purgatoire et du paradis, on a tissé la succession d'environnements, d'espaces par lesquels on voulait que les festivaliers passent eux-mêmes. Le projet est à la fois nourri par les contraintes propres de la maîtrise d'ouvrage, de demandes de fonctionnement, de jauge de personnes, d'organisation, de structuration. De dire qu'à la fin de cette scénographie, il ne restera entre guillemets aucun déchet. C'est déjà une posture et une contrainte que cette installation soit réellement temporaire. Donc dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut construire de l'espace? Avec de la lumière, avec un peu de fumée, les spots qui faisaient des colonnes, les lasers qui faisaient des murs. Et en fait, la colonne et le mur sont 2 éléments architecturaux et c'est avec ces éléments-là qu'on a composé l'espace. Les pensées ont évolué depuis un certain temps, mais c'est vrai que la question des expositions ou des foires ou des festivals, en fait, on crée des choses qui créent un attrait éphémère. Tu vas les voir là, vu qu'après ça n'existera plus. Mais en fait, c'est assez fou de se rendre compte que c'est vraiment juste la création de déchets, en fait. Je pense que ce qui a porté notre enthousiasme pour le projet de la scénographie du Horst, c'était l'idée de l'importance de ces moments-là aussi dans la vie des gens, de ces moments de catharsis. On a vraiment voulu travailler dans ce sens-là, comment accompagner chacun dans son expérience individuelle et dans son expérience collective. L'engagement, c'était aussi ça, c'était aussi proposer aux festivaliers une expérience nouvelle, une expérience unique. Et donc c'est un peu des méta-questions, je trouve, de voir comment est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'en fait on offre une expérience, mais en plus pouvoir réutiliser l'exposition qui a permis de créer cette expérience, créer de l'éphémère et de l'exclusivité, questionne la société de consommation, le capitalisme, le fait d'avoir vraiment des objets autonomes que tu veux aller voir, que tu veux t'approprier. L'enjeu du projet pour l'OCWB, c'était de remplir le théâtre avec de la matière pour pouvoir le redécouvrir par un travail d'excavation des strates successives de matière qu'on met en place, qui mimique une épaisseur, qui mimique un plein, et que ce soit une expérience un peu performative de redécouverte de l'espace de cette cave, qui est en fait un espace théâtral. Lors de la visite, en fait, on s'est rendu compte que juste à côté du théâtre, en fait, se trouve une ancienne bouche de métro qui n'a jamais été ouverte. The Cave People est né en fait de la lecture qu'on a eue de la visite de site. On a un peu tissé la narration, donc une sorte de projection d'archéologie anticipée de ce que pourrait être la vie ou une société en futur qui s'organiserait, particulièrement à l'intérieur de ces sous-sols et des sous-sols parisiens. Ça a été via ces sous-sols que Paris s'est construite, avec les carrières. On sait que ces carrières ont été utilisées à plein de fins différentes, comme ossuaire, comme lieu de contrebande, comme lieu de rave party, etc., etc.
Et il nous a semblé intéressant de venir explorer ce sujet-là comme un lieu de potentiel, un lieu de possible, un lieu de contre-culture, un lieu d'expression théâtrale. Enfin, par rapport aux premières recherches qu'on avait, c'est on a un théâtre, ok, on a une espèce d'intuition en grotte, catacombe, un peu fascination de tous ces espaces souterrains de les repotentialiser. Enfin, comment est-ce que ça fonctionnerait et est-ce qu'en fait, The Cave People serait pas l'espèce d'entrée dans ce nouveau monde et en fait, par extension, dans ce nouveau décor. Pour cette réexploration, le premier geste qu'on a fait, ça a été de remplir cet espace et de le remplir de manière un peu conceptuelle, d'obtenir un maximum d'effets avec un minimum d'efforts. Ça a été de travailler par tranches successives, comme finalement les décors de théâtre fonctionnent. Donc de recréer une stratification verticale d'une épaisseur, d'un décor à excaver. Il y avait un peu ce jeu formel des rideaux dans les théâtres qui montent, qui descendent, ou des décors qui créent aussi de la profondeur et donc on retranspose à l'idée d'une grotte les veines de calcaire qui, au fur et à mesure de l'érosion de l'eau, en fait, sont créées. Et c'est un peu ça qu'on a voulu aussi réaliser avec ces voilages translucides. La résolution technique et architecturale de l'enjeu du projet, ça a été la stratification. Elle entrait en résonance avec les deux sujets qu'on voulait aborder. D'une part, la question de la carrière, de la stratification du sol, et d'autre part, le théâtre, avec l'idée de décor et de diorama, donc de strates successives qui constituent le décor de la scène. Il y a un peu cet aspect primitif en général. Pour ma part, je ne suis pas très bon pour fabriquer des choses, etc. Et donc c'est plus simple pour moi d'empiler des choses ou de découper des choses et de les clamper. Il y a cet aspect un peu du ready-made où tu prends, tu mets, tu fixes et tu regardes ce qui se passe. Et l'émotion qui sera procurée dans The Cave People, en fait, viendra aussi de son côté simple, de son côté clair. On a découvert ce matériau incroyable qu'on utilise dans une autre scénographie qu'on fait pour le Théâtre National et les Halles de Schaerbeek, et qui est en fait une espèce de bâche un peu translucide, qui ressemble un peu à de la peau, qui est un peu étrange, qui a un peu une odeur comme ça. C'est utilisé dans le cadre du théâtre pour occulter ou créer des jeux de transparence et de lumière. Il y avait aussi cette idée de néo-techno-primitivisme, et donc on avait aussi cette image d'une tannerie avec des pots qui sèchent, etc. Et là, en fait, il y avait cette espèce de transposition aussi dans le futur où peut-être en fait on récupérerait du plastique qu'on ferait sécher pour ça. Donc il y a aussi cette transposition entre la vision préhistorique et la vision future. Performativité des choses, ça nous intéresse. On aime bien mettre en scène, on aime bien réfléchir aux séquences. On a commencé à faire appel à une artiste performeuse pour aussi agir sur cet espace, parce que je pense que nous, on est architectes, on a des compétences spatiales, on peut réfléchir à aussi des concepts et à comment les mettre en œuvre, mais je pense qu'on n'a pas non plus les compétences d'artiste performeuse. En fait, on va laisser aussi une personne exercer son art dans cet espace pour arriver à un résultat qu'on ne contrôlera pas aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant, c'est une espèce de perte de contrôle et de voir en fait ce qui va se passer. Mais elle viendra, elle, creuser, ouvrir cet espace, cette caverne. Tout ça doit être une espèce d'œuvre d'art un peu totale. On considère que l'architecture est une discipline qui est à la croisée des chemins de plein de disciplines, mais l'architecte, c'est un expert en tout et un expert en rien. Et donc, dans tous les projets, il y a toujours la question, à un moment donné, du dialogue et de la collaboration avec des experts de leur propre discipline. C'est Ingrid Portal, artiste performeuse, qui aborde des questions liées à une forme d'archaïsme. Un peu écoféministe aussi. Enfin, un travail vraiment dans la nature et en extérieur. Et donc, c'est un univers aussi qu'elle maîtrise. Dans sa pratique, c'est la relation de son corps dans un espace naturel. Et ici, ce qui nous a intéressé, c'était de la placer dans cette nature plus minérale, plus sombre. La mettre dans un théâtre, il y a aussi cette question de mise en scène. L'oxymore, c'est un peu confronté, la confrontation ou le détournement, c'est de prendre des choses et de voir en fait qu'est-ce qui se passe. Ça peut créer des questionnements, de la dissonance.